Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un honneur et un privilège pour moi, encore une fois, de m'entretenir avec vous. Je considère qu'il est important pour nous tous de comprendre comment ce monde est régi, comment les États sont gouvernés. Je reste convaincu que la démocratie est le meilleur système au monde. Je suis convaincu que la démocratie est le système qui repose sur la volonté de la majorité. Je suis convaincu que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par conséquent, je suis un amoureux de la démocratie. Cependant, je suis conscient que la démocratie dans notre monde en ce moment subit des soubresauts. Je dirais tout simplement que la démocratie dans notre monde en ce moment semble être malade. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je fais une fixation sur l'élection américaine. Je vis aux États-Unis, donc malheureusement, cela m'influence. Je vois ce qui se passe, j'écoute énormément les médias et bien entendu, je suis affecté par ce que j'entends et par ce que je vois. Et bien entendu, je pense à ma nation, le Gabon. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, il est important que nous puissions apprendre des autres afin de pouvoir créer une meilleure démocratie pour notre pays, le Gabon. Parce que je sais que le jour viendra où cette nation sera enfin libre, où les Gabonais auront la possibilité non seulement de choisir leur président, mais d'influencer la politique de leur nation et de pouvoir amener les politiciens à les craindre et à faire ce qui est juste pour le plus grand nombre d'entre nous. Et de faire du Gabon une nation qui est enviée de tous, de faire du Gabon une grande nation. Donc, j'aimerais pouvoir revenir encore un tout petit peu sur l'élection américaine. Vous voyez, le gouvernement américain repose sur trois branches. Il y a l'exécutif, c'est-à-dire la présidence, donc le président. Il y a le législatif, où vous avez le Sénat et vous avez aussi la Chambre des représentants, donc des congressmen, comme on dit ici aux États-Unis, et vous avez le judiciaire. La beauté de ce système, c'est que ces trois entités dont je vous ai parlé, ce sont des entités qui sont indépendantes. Il n'y a aucune entité ici qui a plus de pouvoir que les autres. Chacun a son rôle bien défini. Et bien entendu, quand même le président a le droit du veto, il faudrait que les sénateurs ou que le Congrès lui accordent le bénéfice du doute. Si le Congrès ne veut pas, il faut qu'il ait une certaine majorité pour pouvoir faire passer ce qu'il veut faire passer. Et je pense qu'un système comme ça est bon. Je suis convaincu que lorsque l'on concentre le pouvoir sur quelqu'un ou bien sur une entité, je pense que ce pouvoir-là sera abusé. Donc, il faut qu'on ait ce qu'on appelle en anglais check and balance, c'est-à-dire la balance des pouvoirs. Voilà pourquoi il est très difficile de pouvoir faire de la fraude aux États-Unis. Voilà pourquoi il est difficile de pouvoir tricher et de voler une élection. En plus, les États, il y a 50 États aux États-Unis et chaque État, ils ont leur propre loi interne. Cela veut donc dire que pour pouvoir tricher de manière massive sur toute l'étendue du territoire américain, c'est-à-dire qu'il faudra compromettre les 50 États, ce qui est invraisemblablement ou qui est vraisemblablement impossible. Donc, j'aimerais pouvoir dire ici que, en effet, le président américain est allé et il a porté plainte, aux différentes cours des différents États. Il n'a pas porté plainte pour la fraude parce que, comme vous pouvez le savoir, celui qui se parjure aux États-Unis, c'est un délit et c'est un délit fédéral. Donc, ils ne parlent pas de fraude quand ils vont à la cour et on leur demande aussi de présenter la substance de leur plainte. Malheureusement, il n'y a pas de substance. Et voilà pourquoi, jusqu'à présent, la majorité des plaintes qui ont été portées dans les cours, dans les tribunaux aux États-Unis, malheureusement pour Trump, je dirais que 90% de ces plaintes ont été rejetées. Maintenant, ils sont sur le processus de certifier les votes. Et il y a plusieurs États qui ont certifié les votes qui se sont déroulés le 3 novembre 2020. Donc, comme vous le saviez, là où Biden a gagné, écoutez, ils ont certifié les votes, Biden a gagné. Et après, bien entendu, je crois que le 20 janvier, le nouveau président des États-Unis va pouvoir prêter serment. Voilà le système américain. Ce n'est pas
un système où c'est facile de voler une élection, où c'est facile de tricher. Maintenant, je ne dis pas que on ne peut pas tricher aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une possibilité de fraude. Je dis que oui, c'est possible, mais mais ce n'est pas au niveau où on peut changer le destin d'une élection. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir permettre à la personne qui réellement aurait gagné l'élection de ne pas gouverner et à la personne qui a perdu l'élection de gouverner. Non, ça ne peut pas se passer ici dans ce grand pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui espèrent encore que l'élection va être en faveur de Donald Trump, j'aimerais vous dire que votre espoir est démesuré et votre espoir n'est pas basé sur le réel. Parce qu'au moment où je vous parle, les États certifient les votes qui sont passés et de plus en plus des gouverneurs républicains et aussi des secrétaires d'État républicains dans les différents États où Joe Biden a gagné, l'a remporté contre Donald Trump, affirment qu'il n'y a pas eu de fraude ou qu'ils ne sont pas au courant de fraude. Donc cela est important pour nous de le savoir. Le deuxième point que j'aimerais pouvoir souligner avec vous, que je pense qui est très important, c'est donc l'élection de Joe Biden et l'arrivée à la vice-présidence de Kamala Harris. Il est important pour nous de comprendre que Kamala Harris est une Américaine parce qu'elle est née aux États-Unis, mais elle est née de mère indienne, donc de l'Inde, et de père jamaïcain, donc de Jamaïque. Son père est noir. Et il semblerait que Kamala Harris se reconnaît plus comme étant noire qu'indien. Pourquoi? Je ne le sais pas. Il faudrait peut-être lui poser la question. Mais moi, ce qui me surprend, c'est de voir que l'Inde est émerveillée. L'Inde est heureuse de savoir que une femme, que leur enfant est à la deuxième position la plus puissante du pouvoir aux États-Unis, Kamala Harris. L'Inde est heureuse. Pas parce qu'ils s'attendent à quoi que ce soit de Kamala Harris. Ils ne s'attendent pas à ce que Kamala Harris puisse aider l'Inde, parce que ce n'est pas pour ça qu'elle a été élue. Elle a été élue pour pouvoir protéger les intérêts des Américains, de pouvoir aider les Américains à vivre mieux, de pouvoir permettre à ce pays, les États-Unis, d'être un pays prospère et d'un pays où il fait bon vivre pour ses citoyens et pour les gens qui y vivent. C'est pour cela que le ticket Biden-Harris a été voté. Il n'a pas été voté pour le reste du monde. Maintenant, c'est vrai que nous espérons qu'ils vont faire quelque chose de bon, qui aura un bon impact sur le monde. Mais c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle ils ont été votés. Et il faut que nous le comprenions très bien. Et donc, l'Inde se réjouit tout simplement parce que il y a une femme qui a des origines d'Inde qui est devenue vice-président des États-Unis. Maintenant, je reviens maintenant en Afrique. Ce qui me surprend, c'est l'attitude des Africains qui, eux, sont complètement c'est-à-dire ils sont, je dirais, déconnectés. Beaucoup de gens la regardent même avec mépris. Oui, mais même si elle est noire, elle va faire quoi pour l'Afrique? Bien entendu, elle n'a pas été élue pour l'Afrique. Elle a été élue pour les États-Unis d'Amérique. Mais moi, je pense que nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que l'image que cela donne pour pour nos filles, hein, c'est que elles peuvent, si elles sont nées aux États-Unis et si elles ont la nationalité américaine, elles peuvent aspirer à de grandes choses dans cette nation-là. Et pour moi, je trouve ça merveilleux, je trouve ça exceptionnel, je trouve que c'est quelque chose que l'on peut élever. Vous savez, j'ai une fille et ma fille est américaine et donc je suis heureux de voir qu'aujourd'hui je sais que le ciel est la limite. Ok, c'est-à-dire que elle peut devenir tout ce qu'elle veut dans cette nation-là, peu importe les origines de son père. Ok, peu importe, c'est-à-dire que rien à cause de sa valeur intrinsèque, à cause de ses convictions personnelles, à cause de l'amour qu'elle a pour cette nation, les États-Unis, elle peut être ce qu'elle désire. Et personne ne va l'empêcher. Et c'est ça le message de Kamala Harris. C'est que on peut devenir ce que l'on veut dans cette nation, peu importe nos origines, peu importe d'où on vient. Parce que la vérité, c'est que tout le monde vient d'ailleurs. Et ils sont venus dans ce pays pour pouvoir chercher le bonheur, pour pouvoir chercher une meilleure qualité de la vie. Maintenant, il est important de comprendre comment Biden et Kamala Harris sont arrivés là. Je suis ici en train de vous dire que le vote des femmes noires aux États-Unis a payé dans l'élection de 2020. Lorsque Biden a choisi Kamala Harris pour être son vice-président,
Pour être, ouais, président, ce qui s'est passé, c'est que la communauté noire, en particulier les femmes, ont ratissé large. Elles sont allées partout et ont demandé à toute personne de couleur et à toute personne qui le désirait de pouvoir voter. Elles sont allées dans les recoins et les recoins des États-Unis pour encourager les gens à voter. Pourquoi? Parce qu'elles avaient dit à Biden que si il met une femme noire comme étant vice-président, qu'il aurait le support de noirs. Et elles ont délivré. Aujourd'hui, le bloc qui a voté Kamala Harris et Biden, 90%, ce sont les femmes noires. Et cela est un exploit politique. Cela montre très bien que quand on veut, quand nous voulons, quand nous nous mobilisons, quand nous décidons de faire quelque chose, on a la possibilité de changer l'histoire d'une nation, changer l'histoire, le cours d'une nation. Et pour cela, moi, je trouve ça très, très, très bien. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ce sont des gens qui sont pour l'homosexualité, ce sont des gens qui sont pour ceci et pour cela. Et je n'approuve pas cela. Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'homosexualité. Il y a les gens qui vivent dans la pauvreté aux États-Unis. Il y a des gens qui souffrent aux États-Unis. Il y a des gens, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont réels dans ce pays-là. Et ces problèmes doivent être résolus. Moi, je suis convaincu que oui, il faut des valeurs, mais il faut aussi permettre aux gens de vivre mieux. Et je pense, au plus profond de mon cœur, que l'agenda, les choses que les démocrates veulent faire en ce moment dans cette nation sont meilleures que les républicains. Ça, c'est mon avis. Et vous pouvez me traiter de tous les noms que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est mon avis et c'est mon droit. La Bible dit bien que devant toi, je mets la vie et je mets la mort. Choisis la vie et tu vivras. Moi, je choisis d'être démocrate. Je suis un démocrate. Je ne suis pas un républicain. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de certaines valeurs républicaines. Oui, il y a des valeurs républicaines que j'approuve. Mais il y a aussi d'autres valeurs républicaines dont je n'approuve pas. Comme il y a des valeurs aussi des démocrates que je n'approuve pas. Il y a d'autres valeurs que j'approuve. Mais moi, je veux plutôt partir de la lignée de John F. Kennedy, la lignée de Bill Clinton, la lignée de Barack Obama. Je sais que cela va peut-être vexer énormément de personnes, mais la vérité, c'est que voilà mon penchant. Et cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est pro-abortion ou bien avortement ou pro-homosexualité. Pas du tout. Mais je le souligne bien ici, je suis démocrate. Je suis pour le Parti démocrate et j'ai voté le Parti démocrate. Donc, je suis heureux que Joe Biden et Kamala Harris, le 20 janvier 2020, prendront les rênes du pouvoir de ce pays qu'on appelle les États-Unis. Et j'espère que les États-Unis vont pouvoir rayonner comme ils n'ont jamais rayonné auparavant et qu'ils seront justes, non seulement pour leur peuple, mais aussi justes pour le monde. Maintenant, l'élection que les femmes noires ont apportée, c'est-à-dire quand ils ont porté Joe Biden et Kamala Harris au sommet même du pouvoir, il est important de savoir que Biden en est conscient, Kamala Harris en est conscient aussi. Ce qui veut donc dire qu'ils sont redevables à la communauté nord-américaine. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais comme je le dis bien encore ici, ils n'ont pas été votés pour l'Afrique, ils n'ont pas été votés pour le reste du monde. Ils ont été votés pour les États-Unis. Donc leur focus, c'est d'améliorer les conditions de vie et de permettre à ce pays de prospérer. Le troisième point que j'aimerais pouvoir souligner, ce sont les médias. Les médias sont très importants. Je voudrais particulièrement me parler de la presse. La presse, à mon avis, est le fondement même de la démocratie. Mais cette presse doit être véridique. Cette presse doit distiller ce qui est vrai et ce qui est juste. Parce que, en fonction de ce que nous entendons, il est important pour nous de pouvoir nous faire un jugement qui est vrai. Et pour cela, pour pouvoir avoir un vrai jugement, il faut qu'on ait des bonnes informations. Donc, il est important que notre presse soit véridique. Et je suis tout à fait d'accord avec le président Trump qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle des fake news, mais que ce que l'on dit est vrai. Parce que la démocratie aussi s'appuie sur la vérité. Et donc, il est important que nous sachions la vérité en temps réel afin de pouvoir accomplir les choses en fonction de cette vérité que nous avons perçue ou que nous avons entendue ou que nous avons vue. Voilà. Maintenant, ceux qui sont contre la démocratie, ceux qui sont pour la tyrannie et qui sont pour la dictature, généralement, ils n'apprécient pas
les médias, et il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que pour eux, il faut discréditer la presse pour que la presse n'expose pas justement les scandales, n'expose pas les corruptions, n'expose pas ce qui est mauvais dans certaines administrations. Et de ce côté-là, je ne suis pas d'accord. La presse doit être indépendante. La presse doit pouvoir dire si quelque chose ne va pas dans la nation, elle doit pouvoir souligner ce qui ne va pas. S'il y a des corrompus, elle doit pouvoir les exposer afin de pouvoir permettre au peuple et aux gens qui s'informent d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de cet individu ou de cet État ou de ce gouvernement-là. Donc, il est important que la presse joue pleinement son rôle. Il est aussi important pour nous qui écoutons cette presse, pour nous qui lisons cette presse, pour nous qui regardons cette presse, il est important aussi que nous testons ce qu'ils sont en train de nous dire, que nous devons aussi chercher la vérité pour nous-mêmes. Il est important. Et voilà pourquoi moi je considère qu'il est important que l'on ne s'appuie pas seulement sur une source de médias ou sur une source de presse. Nous devons avoir de la presse variée. Voilà pourquoi moi j'écoute la presse américaine, j'écoute BBC, j'écoute la presse française, j'écoute aussi la presse russe, RT, j'écoute aussi Al Jazeera, etc., etc., et d'autres presses. Pourquoi? Parce qu'il est important que je puisse voir clair. Et en fonction de ce que j'ai entendu, je détermine ou j'essaie de décortiquer ou j'essaie de voir où se trouve la vérité et qui dit la vérité. Et cela est très, très, très important. J'ai su tomber sur un article de Gabon Review où on parlait justement de Madame la Première ministre au Gabon qui se plaignait et qui veulent, je crois, établir certaines lois pour pouvoir diminuer le rôle de Facebook parce qu'ils n'apprécient plus les faits que l'on les critique ou qu'on critique ce qu'ils font ou qu'on les condamne. Bon, moi, j'aimerais tout simplement dire que si on veut que les critiques cessent, mais donc faites le bien. Si vous faites le bien, on peut pas vous critiquer parce que vous faites le bien. On vous critique parce que ce que vous faites n'est pas juste. Ce que vous faites est injuste. Donc, si vous voulez qu'on arrête de vous critiquer, donc faites ce qui est juste. Faites ce qui est juste vis-à-vis de ce peuple-là qui ne demande rien d'autre que de vivre bien chez lui. Et voilà pourquoi nous avons le problème. Et donc, moi, je pense que la presse doit être libre. Même dans mon pays, le Gabon, je pense que les hommes et les femmes qui veulent se donner aux médias doivent être des hommes et des femmes d'intégrité et des hommes et des femmes qui disent la vérité. Pas quand celle-ci est favorable, mais dire la vérité en tout temps. Pour que les gens puissent prendre des décisions qui sont honorables et des décisions qui sont justes. Bon, je voulais juste parler un peu avec vous aujourd'hui. Vous me manquez tous. Je n'ai pas la possibilité de faire les lives là où je suis, mais que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu protège notre monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.